Alors, aujourd'hui, on est dans 25 podcasts. Je m'appelle Mehdi Limam, comédien. Et je suis aujourd'hui avec Juliette. Bonjour. Comment ça va ? Bah franchement bien, un peu stressée mais ça va. T'es un peu stressé ? Un petit peu. Un tout petit peu. Bah c'est toujours pas évident de parler comme ça librement de sa vie, de son parcours. T'inquiète. On va faire du mieux. Toujours. Alors déjà, première question. Quand as-tu su que tu voulais devenir comédienne ? J'ai su très tôt, j'ai su vers mes 8 ans parce que j'ai eu une expérience de cinéma, c'était un court-métrage. Et c'est une fille que j'avais rencontrée comme ça dans une pizzeria alors que je mangeais avec ma mère et je faisais un peu mon show. Et elle a demandé à ma mère si je pouvais être la fille principale dans son court-métrage. Et j'ai fait ça et j'ai adoré cette expérience. Et j'ai su que c'était ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Donc grâce à un casting sauvage ? Ouais, okay. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a du coup touché dans ce métier ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bah allez, je vais faire juste ça ? Bah déjà, le théâtre comme le cinéma, ça a vraiment un rôle hyper important dans ma vie parce que ça me permet de changer, en fait, de me donner confiance en moi, de changer un peu qui je suis des fois et de mieux arriver à traverser la vie, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que j'en fais. Et c'est un truc qui m'aide, qui me porte et qui me nourrit et à la fois après, ça a trouvé une autre résonance au sein de la société et ça a trouvé aussi un vecteur de compréhension pour moi de la société. D'accord, ok, parce qu'avant tu la comprenais pas plus que ça ? Bah différemment, mais je me suis dit comment est-ce que moi je peux habiter dans cette société, comment je peux la changer, comment je peux la comprendre, comment je peux essayer d'en parler aux autres. Et pour moi, en tout cas, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est par le théâtre et par le jeu. Donc, alors déjà, t'es plus théâtre ou cinéma ? Alors, plus théâtre. Plus théâtre, mais j'aime beaucoup le cinéma. Finalement, j'ai commencé comme ça. Ouais, avec un court-métrage du coup. Et après, par la suite, tu t'es dirigée vers le théâtre ? Oui, mais je pense que les deux ont des choses différentes. Dans le théâtre, on n'a pas de filet. C'est quelque chose qui se répète chaque soir, mais qui doit être différent. Et on est toujours un peu sur un fil. Et dans le cinéma, c'est autre chose. C'est comment on va réussir à interpréter un personnage en une prise. Et c'est un travail qui est beaucoup plus vaste finalement, et avec un espèce de résultat final comme ça qui reste ancré. Alors que dans le théâtre, tout est un peu éphémère. Ouais. Après, il y a toujours les captations et tout, mais c'est vrai que, oui, en effet. Alors aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'écoles. On ne sait plus trop quoi choisir. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à quelqu'un qui aimerait être comédien et qui voudrait choisir une école ? Bah, moi, je conseille le public, de toute façon, en premier. C'est sélectif, c'est difficile, mais d'un autre côté, il n'y a pas que les conservatoires d'arrondissement de Paris. Il y en a aussi en banlieue. Il y a des choses formidables qui se font, des conservatoires de banlieue. Moi, je viens du Crélin-Bicêtre. J'ai été formée là-bas en premier. Et je trouve que c'est bien parce que on travaille avec la ville, on travaille avec les théâtres partenaires et je pense que c'est assez bien. Il ne faut pas tout de suite se diriger, je pense, à mon sens, vers les écoles qui sont catégorisées comme reconnues écoles de théâtre. Ok, donc d'abord le public. Ouais. Puis après, la personne devrait s'orienter vers où, selon toi ? Bah, alors, si on suit le chemin du public, faire des conservatoires d'arrondissement, des conservatoires régionaux, puis... comme c'est mon cas, aller en école nationale. Mais c'est dur et c'est très sélectif et c'est complètement arbitraire. Et donc, à côté de ça, je pense qu'on peut aussi aller vers des cours plus privés. Moi, je sais que j'ai fait 6 mois en cours privé et que ça m'a aussi apporté, hein, ça m'a aidé à comprendre comment ça marchait, la dynamique. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de chemin, c'est ça, il n'y a pas de chemin tracé. Moi, je privilégie toujours le chemin de j'ai pas trop de sous, qu'est-ce que je fais, quoi. Dans le sens où, non, mais par exemple, payer 500 € par mois pour faire une école de théâtre, c'était pas... Je sens qu'il y a des écoles qui sont visées, vas-y, dis-moi. Non, c'est pas ça, mais... C'est bien celle-là. Non, mais si on peut le faire, tant mieux. Oui, bien sûr, mais après, c'est cher. C'est ça, et il y a des étudiants, c'est dur d'être étudiant, qui n'ont pas forcément ces ressources-là, et il ne faut pas qu'ils se ferment la porte
et qui se disent c'est pas pour moi, j'ai pas assez de sous, voilà, je peux pas me permettre de faire des études à côté, de faire un job puis de me payer ça. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Mais soit, mais qu'on soit dans une école publique ou dans une école privée, est-ce que, vu que tu as fait les deux, est-ce qu'elle te prépare à la sortie en fait de cette formation? Dès que tu as fini ta formation, est-ce qu'elle te prépare en gros à la jungle qui nous attend juste après? Alors, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question parce que je n'ai jamais fini une formation. D'accord. Okay. Donc, tu es toujours en formation actuellement? Oui, mais en fait, j'ai commencé du coup par ces 6 mois en école privée, aux ateliers du Sud-Aisne. Okay. Et ça ne me convenait pas. Je suis partie, j'ai tenté un conservatoire d'arrondissement, donc j'ai pas été prise. Et je suis allée au conservatoire du Kremlin-Bicêtre. Et c'était une formation en 2 ans. J'ai fait 1 an. Okay. Et je suis partie dans une prépa à égalité des chances pour tenter les concours. Et au bout de ce 1 an de prépa, qui du coup me destinait aux concours et aux écoles nationales, j'ai été prise en école nationale. Et là, c'est ma première année sur 3 ans. Donc, j'ai jamais vraiment fini une formation. Qu'est-ce qui t'a pas plu? T'as dit que l'école privée que t'avais faite t'avait pas plu. Pourquoi? Parce que je trouvais que je trouvais qu'il y avait trop de monde. Et moi, je sais que j'étais timide encore à cette époque-là. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Ouais, 20 ans, 21. Mais je suis venue au théâtre pratique très tard, finalement. Ouais. Et, c'est-à-dire, t'étais plus en théorie qu'avant? Ouais. J'ai fait une prépa littéraire en spé-théâtre. J'ai fait un bac spécialité théâtre. Et du coup, mes expériences étaient très théoriques, où on avait des stages des fois, mais plutôt de dramaturgie, de scénographie. Et j'ai pu travailler dans des théâtres et un peu, mais toujours en partant de la théorie. Mais ça restait utile? Très, très utile. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un de passer aussi par la théorique? Oui, je pense que c'est assez important de toute façon pour comprendre l'œuvre, pour comprendre l'histoire dans laquelle on est et quelles ont été finalement les grandes traditions théâtrales avant ou cinématographiques. Enfin, c'est assez important de connaître les mouvances, ce qui s'est fait avant, même comment ça s'est cristallisé avec les grands débats des siècles. Ouais. Avec par exemple la décentralisation de la culture, où toute la culture était à Paris, et puis finalement, vraiment le ministère de la Culture a fait une politique de décentralisation pour qu'il y en ait dans d'autres villes. Comment après, il y a eu des théâtres qui se sont créés à côté d'usines pour que ce ne soit pas qu'une élite qui puisse faire et aller au théâtre. Ouais. Enfin, tout ça, je pense que c'est important de le savoir. Et ça m'a aidée, mais par contre, c'est vrai que ça inhibe un peu pour le jeu. Okay. Et moi, je suis arrivée du coup avec tout ce savoir en me disant mais comment je vais retranscrire ça, je ne suis pas légitime. Ça t'a intimidée? Ça m'a beaucoup intimidée. D'accord. Et comme on était beaucoup, c'était les gens qui osaient toujours plus qui passaient au plateau. Ouais. Et tu pouvais facilement pendant 1 semaine ne jamais passer au plateau et rester sur une chaise. C'est différent, c'est en public? Ah oui, c'est très différent parce que du coup il y a moins de gens, c'est plus sélectif mais il y a moins de gens et on est obligé, on travaille tout le temps. Et là, par exemple, si on veut se rajouter des heures, des stages, etc., c'était toujours payé en plus. Et pour faire des concours, il faut rajouter 150 €. Pour faire ce stage de musique, il faut rajouter 150 €. Et à la fin, ceux qui faisaient une formation complète, finalement, devaient payer 1000 balles par mois. Et ça, c'est pas possible. Ah oui, okay. Ça, c'est vraiment pas possible. Enfin, à l'époque, ça n'était pas pour moi, quoi. Ou quand on dit il y a un super stage, si tu le fais pas vraiment, tu rates une chance énorme. Franchement, ce stage, il coûte 500 €, mais ça les vaut. C'est vraiment hyper intense. Et t'es là, oui, mais je peux pas, en fait. Oui, c'est beaucoup trop cher. Bien sûr, je comprends. Et du coup, tu sens un décalage avec les gens. Mais tu sentais un décalage de quoi? De niveau? Oui, de niveau et de confiance. Et oui, parce qu'ils avaient plus de pratique. Parce qu'en ayant plus de pratique et en se connaissant un peu mieux, ils osaient davantage. Et moi, j'étais là sur ma chaise, j'osais pas trop faire de choses, je bégayais un peu, ça marchait pas trop. J'avais du mal. Après, je comprends le point de vue, mais est-ce que tu penses que c'est ce qui fait qu'un acteur est bon, entre guillemets? Je pense que... Alors déjà, je suis pas sûre à 100% du concept de l'acteur bon ou pas. Ouais. Et celui en tout cas pour toi, c'est quoi la définition d'un bon acteur? Pour moi, un bon acteur, c'est un acteur qui atteint une certaine vérité dans ce qu'il fait et qui est lui en accord, que son personnage soit en accord avec qui il est réellement. Et ça, je pense qu'un acteur, il peut être bon
un soir comme ne pas l'être un autre soir. Ouais. Et je pense que c'est une question de travail, énormément de travail. Je pense que c'est une question de direction. Et justement, c'est une question d'oser à un instant T ou pas. Ouais. Une question d'être à l'aise, une question d'être bien préparé en amont. Et forcément, il y a un peu de talent qui se mêle à ça. Qui joue un peu, bien sûr. Oui, forcément. Mais je pense que c'est vraiment c'est plein de circonstances, en fait, qui mènent à un point où l'acteur, il va avoir assez de confiance, de travail, de technique pour parvenir à quelque chose de bien, un résultat qui soit bien et qui soit cohérent avec la démarche artistique. On a parlé donc de comment tu es devenue comédienne, ensuite la formation, et maintenant j'aimerais qu'on parle de ce qui suit de la formation. Alors, tu es toujours en formation, mais qu'est-ce que tu conseilles en fait à quelqu'un qui est en train de faire une formation, qui s'apprête à sortir de cette formation? Qu'est-ce que tu lui conseilles par la suite? De faire ses propres projets ou de suivre le schéma un peu cliché qui s'avère être passer des castings, avoir un agent, faire un book? Qu'est-ce que tu conseilles? Ce que je conseille, je sais pas, je pense qu'après, ça dépend des opportunités que les gens ont. Mais je pense que de toute façon, il faut être sur tous les fronts. Voilà. Parce que c'est dur. Il y a beaucoup de gens, il y a peu de travail, peu d'opportunités. Il y a beaucoup de réseaux. Donc déjà, je pense que pour quelqu'un qui est en formation, il devrait se donner vraiment à fond dans les stages, discuter avec les intervenants, etc. C'est coûteux, tu as dit toi-même. Oui, non, mais par exemple, en public, par exemple. Oui. Ou même toutes les opportunités de jeu, même d'assistanat, que ce soit à la mise en scène ou être même régie sur un tournage, des fois ça aide. Et d'amasser toutes les expériences possibles de jeu pour déjà avoir un réseau qui va commencer comme ça, même sans qu'ils s'en rendent compte. Et après, je pense que faire ses projets, c'est toujours une bonne chose. De toute façon, ouais. Parce qu'il y a un moment où on peut pas juste attendre les opportunités, il faut les créer. Tu es d'accord pour dire qu'un acteur doit être sociable? Oui, un acteur doit être sociable. Mais pour moi, toujours dans une vérité. C'est-à-dire dans une vérité? C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer du lien pour créer du lien juste en vue d'une opportunité future, quoi. Il faut doser. Je pense qu'il faut le faire quand on a envie et quand on sent aussi... que quelqu'un nous plaît pour ce qu'il est, pour les idées qu'il défend, pour le travail qu'il fait. Et il n'y a qu'avec des vrais liens ou des gens qui ont vraiment l'envie de partager ça que je pense que le travail peut s'effectuer après et que quelqu'un va avoir envie de travailler avec toi, mais pas parce que tu arrives et que tu es là en mode « Ah là là, j'adore votre travail, j'ai vraiment envie de jouer avec vous, haha ». Ça marche peu. L'opportunisme? Oui, voilà. Il faut différencier le social, créer du lien et juste créer du lien pour l'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme... parce qu'il y a eu ce débat la dernière fois avec d'autres invités. Te considères-tu actuellement comme actrice confirmée? Parce qu'il y a eu ce débat de confirmée. Alors je pense que je suis en cours de confirmation. Normalement dans mon école qui dure 3 ans, je devrais... avoir un diplôme à la fin et pouvoir prétendre être confirmé. Donc pour toi, la confirmation passe par un diplôme? Alors, oui et non. Là, dans mon cas, c'est un peu bête de dire ça, mais dans ce cas-là, si on pense vraiment en termes de est-ce qu'on est confirmé ou pas, je pense qu'on n'est jamais confirmé parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Soit on ne l'est jamais, soit on l'a toujours été. Soit on est confirmé. Oui, je pense que... Est-ce qu'on est obligé en fait de passer par une formation? Non. Pour prétendre être comédien? C'est ça la question en soi. Parce que j'ai eu ce débat et ils m'ont dit je le suis que depuis le diplôme, ou je le suis que depuis que j'ai un agent, ou depuis que je tourne. Donc ça dépend un peu des gens. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a toujours été confirmé? Est-ce qu'on ne l'a jamais été? Est-ce que tu l'es seulement après une formation? Je pense que tu l'es après en tout cas un temps de pratique où c'est comme par exemple lorsque tu fais de la musique, je sais pas, t'es guitariste, si tu prends des cours, tu vois, il y a un moment où tu atteins un statut où t'es plus confirmé, ou si tu apprends derrière ton ordinateur sur des vidéos YouTube, il y a aussi un moment où après de la pratique, tu peux te... On a un milieu quand même assez original, assez atypique, quelqu'un qui, comme tu as parlé de casting sauvage, quelqu'un qui a été pris par exemple lors d'un casting sauvage pour un long métrage qui a eu par la suite un succès. Est-ce qu'on le considère, lui, comme un acteur confirmé ou actrice confirmée?
Au début du tournage, peut-être pas. Après le tournage, oui, parce que justement, pendant des jours, il a répété, il a tourné, et en faisant ça, il a pratiqué. Et en pratiquant, il a appris. Et plus t'apprends, plus t'es confirmé, finalement. C'est vraiment une question de... Donc, pour toi, c'est via la pratique. Ouais. Est-ce que... Parce que tu peux être un diamant brut, tu vois. Tu peux avoir énormément de talent, mais si tu sais pas comment placer ton corps, placer ta voix, si tu sais pas les repères, tu sais pas comment jouer avec la caméra, tes bons angles, etc., t'es pas confirmé. Mais tu l'apprends. Et quand tu l'apprends, après, tu l'aies de plus en plus. Est-ce que tu penses qu'il faut... Et qu'est-ce qui te nourrit ? Pas physiquement parlant, je veux dire, qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement parlant pour construire un personnage ? Est-ce que toi-même, tu as quelque chose enfoui en toi qui passe par les personnages que tu véhicules après par la suite ? Oui, bien sûr, mais plein de choses. Alors déjà, je suis une personne très émotive, donc du coup, j'ai toujours... Hypersensible ? Ah oui, je suis hypersensible. Bienvenue dans le club. Oui, yes. Mais tu vois comment ça fait. Oui. Donc... Et justement, en fait, ça va m'apaiser quand je vais trouver des personnages qui vont avoir les mêmes tourments que moi. Enfin, alors, des siècles auparavant, avec des choses différentes. Par exemple, un personnage qui est condamné, je vais pas me dire « Oh mon Dieu, ça me rappelle moi qui vais mourir un jour. » Oui, oui. Mais en gros, il y a toujours des résonances. Je saurais pas quoi dire. Et puis, c'est toujours aussi important de mettre ces messages ou ces résonances en lien avec la société actuelle et en lien avec ce qu'on traverse. Et ce qui n'est pas toujours la même chose au fil des années, mais c'est aussi important de se replacer dans un contexte de la société. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dénoncées avant et qui font encore sens maintenant. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Et je trouve que, justement, quand j'arrive sur scène, je suis toujours nourrie par ça, par... cette transmission et ce passage entre, par exemple, des choses qui ont été écrites des siècles avant et ce que je vis moi maintenant. Et ça, je trouve ça hyper beau et hyper important à transmettre pour que les gens puissent réfléchir et se dire « Ah ouais, mais en fait, ça fait hyper sens, c'est hyper actuel. » On met beaucoup les gens dans des catégories et je pense que même s'il y a des catégories, finalement, qui émergent plus, et tant mieux, je pense que c'est difficile d'envisager un personnage pour un personnage sans faire de sa couleur de peau le sujet principal. Et ça, c'est compliqué. Et moi, je le ressens. Pour moi qui suis métisse, c'est assez compliqué parce que soit je suis pas assez noire, soit je suis pas assez blanche. Donc, c'est compliqué, quoi, parce que je vois que les rôles qu'on me propose sont souvent très stéréotypés. Et du coup, c'est assez frustrant parce que je vois pas juste un rôle où on se dit on va la caster juste parce qu'on l'imagine bien dans ce rôle, dans le caractère. Et je trouve que ça passe énormément par cette apparence-là, et ça faudrait que ça cesse déjà. Donc, mais je pense que si j'avais un message, ce serait un message d'espoir, parce que par exemple, je vois dans d'autres pays, au Royaume-Uni par exemple, au Royaume-Uni, tu vois une série du Royaume-Uni, tu respires, les gens sont normaux, il y a beaucoup plus de gens qui sont de catégories, de gens qui sont représentés. Enfin, c'est quoi normaux pour toi ? Normaux, en gros, c'est de se dire va y avoir le rôle de cette femme policière. Elle va être métisse, on se passe son métissage, on s'en fiche, c'est pas ce qui est intéressant. Et elle va pas forcément rentrer chez elle dans une cité ou avoir un père en prison. Parce que moi, j'en ai marre qu'on me propose soit le rôle de la meilleure amie pétillante avec sa touffe afro et son grand sourire qui va à chaque fois encourager son amie blanche qui a tous les problèmes de la terre, etc. Ou alors qu'on me propose le rôle de Aïssatou, cette jeune fille défavorisée qui vient de banlieue et qui a plein de problèmes, quoi. Enfin, je veux dire, il y a autre chose. Je pense que c'est deux extrêmes. Et pour l'instant, vraiment... dans ce qu'on m'a proposé comme rôle, il y avait vraiment... C'était vraiment ça. Ouais, oui, au cinéma, oui, c'était que ça. Enfin, cinéma, série... Série, publicité, film. Voilà, que tout ça. Ce qui est à l'écran, au final. Oui. Donc oui, ou à part où les seuls petits trucs, c'était mes amis qui les avaient écrits, ou des choses qui n'étaient pas... qui n'étaient pas professionnelles, dans le sens où c'était simplement... des gens en école de cinéma ou des scénaristes qui
qui, eux, pensent justement des personnages en fonction des personnages et pas en fonction des cases. Tu penses que c'est lié à la formation ? À leur formation, tu penses qu'il y a une doctrine qui a lieu lors des formations pour tout ce qui est scénariste, etc. Et par la suite, ils pensent qu'à chaque fois, par exemple, la métisse, c'est la meilleure amie ou la personne défavorisée ? Bah oui, je pense que c'est des trucs qui marchent. Je pense que c'est avant, on se posait pas vraiment cette question, et puis après est venue la question des quotas, et je pense qu'il a fallu. Bah pour moi, c'est ça. J'allais dire, les quotas, pour le coup, il y en a partout maintenant. Maintenant, oui, bien sûr. Mais que ce soit même dans les écoles. Oui, bien sûr. Mais avant ça, il n'y avait pas. Et puis après, il y a eu ces quotas. Il y a plusieurs années de cela. Hein. Tu penses que c'est une mauvaise chose ? Non, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Mais je pense que c'est une bonne chose même. Parce qu'il y a un moment où il faut rééquilibrer. Et le rééquilibrage passe aussi par combler un manque. Donc je pense que c'est une bonne chose. Après, je pense qu'il y a eu cette question de comment on va intégrer ces quotas. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Et on est allé vers un truc cliché, mais au début un truc qui n'était pas représenté. C'est vrai que les jeunes de banlieue forcément n'étaient pas forcément représentés. Il n'y avait pas d'histoire forcément. Il y en a eu. Toujours eu. C'est d'ailleurs les plus gros succès actuels en France. Ah bah bien sûr, mais tant mieux. Que ce soit La Haine, aujourd'hui, c'était quoi cette année ? C'était Les Misérables ? Ouais. Mais tant mieux, tu vois. Mais dans le sens où je pense qu'il faudrait encore plus agrandir le curseur et se dire maintenant on va parler, on va faire des histoires juste parce qu'on a envie de faire ces histoires, et on va arrêter de penser en termes de personnages types, et on va juste, c'est ça, genre on va plus se dire qu'une personne noire par exemple a forcément un passé compliqué et difficile, et je pense qu'il faut arrêter de voir en ces termes-là. J'aime bien faire l'expérience de personnages très, très forts et qui ont justement tous cette espèce de douleur en eux, et ils doivent rester... Des personnages meurtris. Ouais, des personnages meurtris, mais pas dans la plainte. Des personnages meurtris dans la transcendance de leur douleur. Qui souffrent en silence, c'est ça ? Non, ils souffrent jamais en silence, mais ils souffrent avec dignité. D'accord, ok, donc pardon, j'arrive plus à parler. Je fais un AVC, les pompiers. Oh merde. Ce genre de personnage. Ouais, ça, ou... Non, beaucoup de choses. Enfin, je sais que au début, avant justement de faire vraiment ça, je me disais... Enfin, je faisais rire mes amis et tout ça, j'étais un peu le clown, et je suis arrivée, je me suis dit, comédie. Et je me suis retrouvée à essayer de faire des trucs drôles, et ça marchait pas. Et j'étais en PLS sur scène, j'étais là genre, mais en fait, genre quand je dis la réplique, ça marche pas, pourquoi ? Et je me suis rendu compte que j'étais pas que dans cette légèreté, et qu'il fallait que j'explore plein de trucs avant de... Enfin, que c'était pas si simple, quoi. La comédie, en fait, faut pas la jouer. Mais oui, il faut jouer. Le truc, genre... Comme si c'était du premier degré. C'est ça. Et après, il y a que ça va arriver comme ça. Ça va sortir tout seul, ouais. Je pense qu'on s'est tous pris cette baffe au début. Ouais. Quand t'arrives sur scène, tu fais ta bonne blague, t'as déjà le sourire avant de le dire. C'est ça. Puis au final, ça fait de la merde. Personne rit. Mais j'ai plein d'amis qui me disent oui, je me dis peut-être je vais faire du théâtre, franchement je suis hyper drôle et tout. En plus, non mais c'est vrai, tu me connais, je suis un clown, et je suis là genre ouais c'est vrai, mais va falloir voir sur scène, ça va pas être la même chose que dans la vie. Et ça oui, c'est vrai, on se prend tous cette claque au début, mais c'est assez marrant. Et du coup je me suis rendu compte que moi quand j'étais drôle, c'était dans un truc très très tragique finalement. Ah ouais, t'es plus dans la tragédie. Tu joues la tragédie, ça paraissait comique ? Apparemment, j'ai un de mes profs de théâtre de l'année dernière qui me disait ce qui était beau chez moi, c'est que j'avais cette facilité à aller du rire aux larmes, et qu'il y avait là-dedans quelque chose de très 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 comique. Et au début, je l'ai mal pris. Après, je l'ai bien pris. Après, tu l'as bien pris. Oui. Et que j'aimerais bien jouer un rôle avec une ambivalence entre la fragilité et la force, en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je vois. Ok. Bon, voilà. C'est tout. That's it. Pour le moment, j'ai pas de questions en plus. Si tu veux répondre à des questions que tu avais déjà en tête, tu peux me dire. Non, ça va. Non. Okay. Écoute, merci beaucoup je t'en prie. de m'avoir invité c'était avec plaisir, à partager ce petit moment de ma vie. C'était le but, hein. C'était le but. Mais oui.
Mais je suis ravie.